Ce matin, je disais que, bien évidemment, il faut réaliser une révolution nationale, parce que de ce système, il n'y a rien à récupérer, rien à changer, mais tout à détruire. Et je vous disais qu'une révolution, c'est la fin d'une croyance, et c'est le triomphe d'une nouvelle croyance. C'est ce que, je pense, nous explique Hervé Hervéryssen, qui a beaucoup étudié nos ennemis, qui ont une force, c'est celle-là. Ils ont l'obsession d'une idée, le triomphe de leur ordre qu'ils prétendent un ordre de paix, par l'instauration d'une domination mondiale, dont un gouvernement mondial serait la partie la plus visible du point de vue politique. Alors il faut se poser la question, en effet, si nous voulons faire triompher cette révolution nationale et imposer une nouvelle croyance sur le sens de cette idée que nous avons à faire triompher et qui nous manque dans ce combat contre cette tyrannie qui est de plus en plus oppressante. Je me tourne pour cela vers nos maîtres et je me dis que Saint-Exupéry a peut-être expliqué ce que serait cette idée, cette nouvelle croyance qui nous feront triompher de cette barbarie qui s'avance, se généralise et semble s'imposer sans résistance. Saint-Ex disait, si vous voulez diviser les hommes, jetez-leur du grain. Si vous voulez les unir, faites-leur bâtir une tour. Et je crois qu'il avait bien senti le sens exact de ce qu'est l'esprit des Européens, ce qui a constitué le moteur de notre civilisation. C'est que, pour nous, c'est la primauté de la beauté sur l'utilité. Et que, si nous voulons imposer un ordre nouveau, eh bien, il faut lever les yeux vers ce ciel vers lequel cette tour doit monter. Pour lever les yeux au ciel, pour grimper haut dans le ciel, il faut des racines profondes. C'est que nous enseignent les lois de la nature. Un arbre, pour qu'il soit solide, pour qu'il soit haut, pour qu'il soit dominateur, eh bien, il faut qu'il ait des racines profondes. Et on ne peut pas opposer, en ce qui nous concerne, en tant qu'Européens et héritiers d'une civilisation. Et je crois que c'est un mot important que tu as utilisé, c'est l'héritage. Et ce qu'on nous fait aujourd'hui, on nous vole notre héritage. Dans tout, pour tout, on nous vole notre héritage. Eh bien, pour imposer cette idée nouvelle, qui est celle que nous trouverons dans le ciel, eh bien, nous devons avoir conscience du passé, avoir des racines profondes qui s'enfoncent dans notre histoire commune. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et l'affaire de Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame, n'est pas anodin. Vous savez que le propre de la civilisation européenne, c'est cette distinction entre le temporel et le spirituel. Nulle part on trouve cette subtilité
ni dans le totalitarisme judaïque, qui confond temporel et spirituel, ni dans le totalitarisme islamique, qui, de la même façon, ne fait pas de distinction entre le temporel et le spirituel. Alors, ce qui constitue, au premier abord, et l'est dans certains moments, une faiblesse, c'est-à-dire qu'à les totalitarismes, nous n'avons pas de totalitarisme, et vous voyez que je n'utilise pas le mot dans sa définition péjorative qu'on lui donne aujourd'hui, c'est-à-dire totalitaire, c'est une vision totalitaire de l'ordre du monde. Et je pense que la force du catholicisme historique, bien évidemment, pas le catholicisme officiel qui règne aujourd'hui au Vatican, avec Vatican II, eh bien, le catholicisme, c'est qu'il nous apporte un ordre, il nous donne un ordre du monde. Le combat aujourd'hui, il doit être global, il doit être total, il doit être mondial. Il faut tout à la fois mener un combat temporel avec la conquête de l'État, triomphe d'une révolution, mais aussi il nous faut la conquête des cœurs et des âmes, par la révolution des âmes. Elle est là la réponse au judaïsme, elle est là la réponse au matérialisme, elle est là la réponse au cosmopolitisme. Et Notre-Dame, c'est le lieu de convergence entre le temporel et le spirituel. Dans le domaine de la société, le lieu de convergence du temporel et du spirituel, c'est la famille. C'est là où se retrouvent les deux pouvoirs. Et dans notre pays, notre vieux pays, le lieu de convergence, et même en Europe, le lieu de convergence du temporel et du spirituel se fait, ce sont les cathédrales. Pourquoi? Parce que, eh bien, ce sont des lieux dans notre histoire qui sont associés non seulement au pouvoir temporel, royal, politique, mais aussi au pouvoir spirituel. Et ce n'est pas un hasard si les dates importantes de l'histoire de France, à travers toutes ces dates importantes, on retrouve Notre-Dame, où on retrouve Saint-Rémy. C'est, que ce soit pour, comme ça, au hasard, et vous verrez quelles sont mes passions, le sacre de Napoléon à Notre-Dame, que ce soit les Tédéums qui étaient donnés, les messes qui étaient célébrées pour toutes les victoires. À Paris, il y a deux lieux collectifs de célébration. Il y a les Champs-Élysées et il y a Notre-Dame. Donc Notre-Dame qui brûle, pour moi, c'est tout sauf anodin. C'est certainement un incendie criminel. Pour cela, il y a trois raisons qui viennent à l'esprit, comme ça, de manière rapide et naturelle. La première, c'est qu'ils ont instantanément annoncé que c'était un incendie accidentel. Notre ami Bourbon en a parlé. La deuxième, c'est quand on voit avec quelle facilité, eh bien, il était possible d'investir le lieu de Notre-Dame. Il y a des vidéos qui circulent où des jeunes passent la nuit sous la flèche de Notre-Dame. Et puis la troisième, c'est quand on voit quels sont leurs projets aux mondialistes, eh bien on comprend qu'en effet ils avaient besoin pour faire sauter un verrou, comme toujours, faire sauter un verrou pour appliquer à des projets architecturaux qui étaient dans les tiroirs, eh bien d'une destruction de Notre-Dame. 100 000 mètres carrés. Pour moi, oui, au plein cœur de Paris, quand on sait le prix du mètre carré à Paris.
Pour moi, si vous voulez, nous sommes nationalistes. Le nationaliste, il incarne son pays, la France, notre France. Et la France, c'est le résultat de l'histoire, mais c'est un miracle qu'aucune équation mathématique, aucune comptabilité peut expliquer. C'est du domaine du surnaturel. Le fait que Notre-Dame brûle au début de la Semaine Sainte, j'y vois tout un symbole. J'y vois le symbole d'une nation, très vieille nation, qui a besoin de mourir pour payer ses fautes d'avoir laissé, je parle du peuple français, d'avoir laissé cette grande nation tomber et se transformer en paillasson sur lequel vient s'essuyer tous les trains de savates de la planète. Il faut que la France meure comme Jésus est mort sur la croix pour acheter nos fautes. Il faut que la France meure pour qu'elle renaisse. C'est le message profond de ce que nous avons vécu en direct. Et cette mobilisation, cette sidération, cette souffrance que l'on a pu voir, cette souffrance collective qui a saisi tout un peuple, est la démonstration de cela. Nous avons besoin de mourir aujourd'hui pour mieux renaître demain. À l'heure où tout semble perdu, à échelle humaine, un raisonnement cohérent, tout semble perdu quand on regarde le rapport des forces. Mais nous savons, nous, même si nous sommes pessimistes, parce qu'en effet, nous portons un peu de réaction dans nos cœurs, nous savons que la France est un miracle et qu'elle ne peut pas mourir. Ça fait des années qu'on le répète, mais non pas pour s'en convaincre soi-même, mais parce que nous sommes certains que ce grand pays, qui est un des pays les plus vieux au monde, ne peut pas mourir. Qui imaginait la révolte des Gilets jaunes avant novembre? Je donnais un entretien au mois d'août d'Henri Varol, un entretien où je concluais « Il est urgent de sonner l'heure de la révolte. J'étais à 300 000 lieues de m'imaginer que nous aurions une révolte cet hiver. » Et cette révolte, elle vient du plus profond de notre histoire. Elle vient du plus profond de notre terre. Et ce message de l'incendie de Notre-Dame est un message qui vient du plus profond de notre ciel. Cette association de la terre et du ciel, c'est cette grande idée que nous devons imposer, faire triompher à travers la Révolution nationale. C'est cette grande idée, Hervé, qui mettra à bas ces cosmopolites, qui mettra à bas ce judaïsme politique. C'est cette association de la terre et du ciel dont toute notre histoire est l'exemple qui nous portera vers la victoire. J'en suis convaincu. Vous savez, connaissez cette histoire du gars qui visite un chantier d'une cathédrale en construction. Il va voir un ouvrier, il lui dit « Toi, qu'est-ce que tu fais ?» L'ouvrier lui dit « Eh bien, moi, je taille la pierre. » Il va voir un autre charpentier, un autre ouvrier, il lui dit « Toi, qu'est-ce que tu fais ?»« Eh bien, moi, je fais la charpente, je fabrique la charpente. »« Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Un autre « Eh bien, moi, j'assemble les pierres. » Et il va voir un dernier, il lui dit donc « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et il a cette réponse admirable, « Moi, je bâtis une cathédrale. » Et c'est ce que nous avons à faire. Nous, en tant que Français,
membre d'une grande civilisation, appartenant à une grande civilisation européenne, nous avons à bâtir une cathédrale ensemble. De cette cathédrale, de ces constructions dont Saint-Exupéry nous disait qu'il unit les hommes, alors que ceux d'en face, ceux d'en place, ceux du système ne savent que nous jeter des grains pour nous diviser, pour semer la discorde. Je vais vous dire, bien évidemment, nous sommes pessimistes, puisque nous sommes des hommes de droite. De la droite au sens philosophique, qui prend conscience de la vie, de la mort, qui nous demandons pourquoi nous sommes sur Terre, puisqu'il va falloir mourir un jour. Pourquoi se lever le matin, puisqu'il faut se recoucher le soir. Nous essayons de donner du sens à notre vie. Mais si nous sommes pessimistes, nous sommes pétris d'espérance. De cette grande espérance que nous trouvons, dont le moteur se trouve dans les livres d'histoire, dont le moteur se trouve dans notre patrimoine, dont le moteur se trouve dans ces cathédrales, dont Notre-Dame est l'un des plus beaux fleurons. Notre espérance grandit. J'en suis convaincu, je suis convaincu, nous arrivons à la croisée de l'histoire. Le système est un mastodonte, est un peut-être, mais au pied d'argile, est un monstre au pied d'argile. Il est très fragile. Nous sommes assis sur un baril de poudre. C'est le moment de se lever et calmement de leur dire ce que nous sommes, de leur dire ce que nous n'acceptons plus. C'est le moment d'être ce rocher sur lequel viennent se briser les vagues. C'est le sens de notre engagement. C'est le sens de ces 3 lettres que nous répétons partout devant les tribunaux, devant ces commissions parlementaires, devant tous ceux qui font notre procès tous les jours. Ces 3 lettres, N-O-N. Non, c'est fini. C'est fini. Nous sommes dans une tranchée. Et il n'est plus question que l'on recule. Nous avons trop reculé toutes ces dernières années. Donc je le dis, je le répète, de manière très calme, mais très déterminée. L'heure de la soumission des têtes baissées, de la vie à plat ventre, c'est terminé. Et croyez-moi, quand vous allez chez eux, dans leurs tribunaux où ils pensent faire la loi, dans leur parlement où ils s'imaginent tout puissants, et que vous leur répétez, vous leur dites cela, vous prononcez ces 3 noms magiques, non, N-O-N, vous leur montrez par votre attitude que la soumission s'est terminée, ça a un effet dévastateur sur eux. Dans cette commission parlementaire, quand je suis rentré dans la salle, régnait une atmosphère bon enfant, tout hypocrite, vous savez comment ils sont dans ces assemblées parlementaires. Ils étaient très polis, ils m'ont demandé de m'asseoir. La présidente de la commission, qui est un député de Montpellier, de la France Insoumise, est venue me serrer la main devant tous ses collègues. Quand je suis sorti 1h15 après, ils étaient désespérés. J'aurais dressé une potence à la sortie de la salle, ils venaient tous se pendre. On les a désespérés. Comment, ici, en plein Parlement, en 2019, on peut nous tenir encore un tel discours que quelqu'un qui est ni un hystérique, revêtu d'une cravate aux semis de fleurs de France, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, a tendu le bras avec gourmandise
c'est extraordinaire. Je dis, mais ils sont fous. Commission parlementaire de lutte contre les groupuscules d'extrême droite, première chose, ils me demandent de lever le bras. Ils ne pouvaient pas me faire autant plaisir. Je leur ai d'abord donné la définition de la main ouverte et du salut européen. J'ai ensuite expliqué que c'était contraire au signe de ralliement qui était le leur, c'est-à-dire le point tendu de haine, de colère. Bon, je n'ai pas rajouté que c'est un point qui nous vient de la synagogue et qui est brandi lors de la fête de Purim. Mais elle était totalement décontenancée, elle a su répéter « Monsieur, il faut prêter serment ». Je dis « Mais avec joie ». Je tends le bras et je dis « Je le jure ». Mais même si je vous relate cela avec humour, la main tendue, la main ouverte, ce n'est pas anodin. Quand on a prêté serment de dire toute la vérité, et ce n'est pas les menaces de 2 ans de prison et de 15 000 € d'amende, je crois, si vous mentez devant la commission parlementaire, ça aussi, ça m'a fait doucement rigoler quand on sait que l'Assemblée nationale est un foyer du mensonge permanent. Mais ça engage. Donc ensuite, quand ils m'ont posé la question sur l'hommage que j'avais rendu à Robert Forisson, professeur, sur Twitter, il n'était pas question que je mente. Notre honneur s'appelle fidélité. J'ai connu le professeur, et je dis devant son frère, Jean Forisson, je sais quel courage l'animait, quelle détermination l'animait. Mentir devant cette commission, bien évidemment, on ne voit pas la vérité à ses ennemis, mais mentir devant cette commission, c'était trahir le professeur Forisson, c'était trahir son engagement, trahir ses années de combat. Mentir devant cette commission, c'était trahir des personnes comme Ursula Averbeck, qui est aujourd'hui en prison en Allemagne, alors qu'elle est âgée de 91 ans, pour avoir clamé la vérité haut et fort. J'ai maintenu, bien évidemment, l'hommage au professeur, et devant la succession de questions sur cette question, eh bien, je leur ai dit que, bien évidemment, c'était une triste période, mais que les 6 millions, c'était du pipeau et c'était du bidon. J'attendais de savoir à quelle sauce j'allais être mangé. Parce qu'il y a un règlement du Parlement qui dit que devant une commission parlementaire, eh bien, tous les propos qui ont été tenus ne peuvent pas être poursuivis, que ce soit pour insultes, pour des crimes de pensée, parce que doit régner la liberté d'expression. Et ça a été plus fort qu'eux. Ils m'ont assailli de courriels, tout d'abord pour m'envoyer le compte-rendu sténographique de mes propos tenus devant la commission, me demandant si je retirais ou si j'avais quelque chose à modifier, me demandant de signer un papier les autorisant à publier tout ou partie de mes déclarations,
parce que je les voyais venir. Et en effet, hier, je n'ai pas été surpris de voir qu'ils avaient alerté le procureur pour lui demander d'engager des poursuites contre moi pour ce qu'ils appellent négationnisme. Je leur ai bien dit devant cette commission que ce n'était pas du négationnisme, que l'histoire était révisionniste, et que ce n'était pas aux politiques de se mêler de ces affaires-là, mais que c'était aux historiens de débattre entre eux. Cette affaire permet de les mettre devant leurs propres contradictions. Et c'est comme cela que nous allons les abattre, par notre détermination, en les mettant face à leurs contradictions et en imposant une volonté qui est aussi le moteur de toute révolution, puisque une révolution, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le triomphe d'une volonté. Donc nous devons avoir cette détermination. Nous devons avoir cette volonté. Nous devons avoir cet engagement sans concession, sans reniement, de fidélité, de défendre la vérité, de ne plus se masquer derrière son petit doigt, quelles qu'en soient les conséquences. J'ai bien vu devant le tribunal cette semaine, où j'ai été jugé pour maintien de mouvement dissous, maintien de l'œuvre française d'ici, où j'ai affirmé que l'œuvre française existait toujours, où j'ai répété que je ne payerais pas 1 franc de leur amende, puisque quand le juge faisait exposé de toutes mes condamnations et de toutes les amendes conséquentes, et qu'il m'a demandé si j'avais payé mes amendes, je lui ai dit bien évidemment que non. C'est engagé d'ailleurs un débat intéressant, parce qu'il me dit, vous avez répété à plusieurs reprises que vous respectez la justice, l'institution judiciaire. Je dis oui, toute civilisation nécessite une institution judiciaire impartiale, que la justice soit rendue. Il m'a dit, mais pourquoi alors est-ce que vous n'appliquez pas les jugements qui sont rendus contre vous? Je lui ai dit, mais parce que c'est une justice politique, ce n'est pas de la justice. Ils utilisent très intelligemment la justice ordinaire pour mener un combat politique. Donc en cela, je vous le dis, toutes vos condamnations, je les considère comme nulles et non avenues, et en conséquence, je ne paierai pas 1 franc. Le président m'a dit, mais c'est en euros. Je sais bien que c'est en euros. Mais monsieur, nous pensons toujours en francs. Nous allons réinstaurer le franc. Donc prenez l'habitude. C'est cette détermination qu'il faut avoir. Et cette détermination a complètement déstabilisé le ministère public. Vous savez, on appelle, ce ne sont pas des procureurs, c'est le ministère public. Il disait, je ne vais pas lui mettre de la prison, ça va faire de lui un martyr. On ne va pas lui mettre des amendes, il n'en paye pas. Bon, on va lui mettre 6 mois de prison avec sursis. Dans ma tête, je me disais, c'est tout. Normalement, c'est 10 ans de prison et 100 000 € d'amende. Vous êtes passible. Reconstitution de ligue dissoute quand elle a été dissoute pour des motifs de milice armée. Il était totalement déstabilisé, parce que personne n'a une défense comme la nôtre. Personne. Alors il a cru malin de se venger là, en proposant, en demandant le retrait des droits civiques, civils et familiaux. On verra ce que ça donnera, puisque le jugement sera rendu le 11 juin. Mais peu importe, nous devons, nous tous, où nous sommes, dans cette tranchée, dans nos troncs de combat, au milieu de notre environnement familial, professionnel, associatif, culturel, spirituel, affirmer la même détermination que la France va vivre, que la France va renaître, que l'Europe renaîtra de ses cendres
qu'il y a toujours cette petite braise qui brûle dans la cheminée de l'histoire et qu'il ne faut qu'un petit peu de bois sec et de circonstances favorables comme un vent qui vient du plus profond de notre histoire pour que ce brasier renaisse. J'en suis convaincu, ce n'est pas des effets de style, de rhétorique dans une réunion. La révolution est comme le vent. Elle est inarrêtable. Encore faut-il se donner les moyens. Il faut se donner les moyens, se regrouper, se former, s'organiser pour constituer cette petite minorité. C'est un pléonasme, mais une minorité, c'est toujours petit. J'insiste parce que on est déformé dans le combat politique d'aujourd'hui par l'électoralisme. On est focalisé sur le fait de se compter et de la prise de pouvoir par les bureaux de vote. Ça ne se fera pas comme ça. Ça ne se fera pas comme ça. Le système est en train de mourir à petit feu. Ça peut être long, ça peut être difficile, ça sera dangereux, bien évidemment, mais il est en train de mourir à petit feu. Et il faut nous organiser, nous, qui sommes détenteurs de cette légitimité française, qui sommes porteurs de cet héritage millénaire, pour être la force autour de laquelle va se reconstituer l'ordre nouveau, pour imposer cette croyance qui est la réunion du ciel et de la terre. Je vous remercie.